Bonjour Michel Morin-sur-Oca. Bonjour. Vous êtes la chef du service d'évaluation économique et de santé publique de la HAS. Et bonjour Elisabeth Bouvet. Bonjour. Professeur Bouvet, membre du collège de la HAS, présidente de la commission technique des vaccinations. On a beaucoup entendu la Haute Autorité de Santé sur la mise en œuvre des vaccins contre la Covid-19. D'abord, Michel Morin-sur-Oca, est-ce que vous pourriez nous rappeler le rôle de la Haute Autorité de Santé en matière de vaccination ? Tout à fait. Donc, la HAS participe à l'élaboration de la politique vaccinale et à l'établissement du calendrier vaccinal, puisqu'elle élabore des recommandations et émet des avis afin d'éclairer la décision publique. La commission technique en tant que telle, Elisabeth Bouvet, c'est elle qui décide quel vaccin on utilise et comment ? Voilà, exactement. Elle élabore les recommandations vaccinales. Elle précise les stratégies vaccinales à mettre en œuvre dans un contexte national, un contexte français. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouveau vaccin, elle définit quelle est la place de ce nouveau vaccin dans l'arsenal des vaccins utilisés en France. C'est une commission 100% scientifique ou elle est plus ouverte que ça ? Je pense aux patients. Voilà, elle est plus ouverte que ça. Elle comporte de nombreux scientifiques, mais aussi, et c'est très important, des représentants des usagers, des représentants des malades. Parlons spécifiquement de ce que nous vivons depuis un an, c'est-à-dire la crise du coronavirus qui vous a mis, votre autorité de santé, dans la lumière de l'actualité avec un grand nombre de recommandations. Dans un premier temps, on n'a pas de vaccin. De quelle manière intervenez-vous, Michel Morin-sur-Oca ? Dans un premier temps, nous avons mis en place une veille sur l'ensemble des connaissances qui ont été publiées. Ce qui était important donc, de mettre en place, ce sont des ajustements des stratégies existantes. C'est comment finalement la pandémie Covid pouvait influencer sur les autres modalités de prise en charge et autres vaccinations. Oui, par exemple, est-ce qu'on continue à vacciner les nourrissons ? Exactement, il était important de rappeler, puisqu'on était aussi dans une période de confinement, eh bien les nécessaires obligations vaccinales de nourrissons. Nous avons également ajusté les éléments de calendrier pour la vaccination contre la grippe par rapport au contexte Covid. Nous avons donc rappelé tous ces éléments et ajusté les recommandations déjà existantes. Elisabeth Bouvet, l'été dernier, je me souviens qu'on parlait déjà de stratégie vaccinale. Vous aviez fait une recommandation d'ailleurs. Absolument. Avec un calendrier, avec des priorités qui apparaissaient, vacciner les plus fragiles. C'est un long processus pour en arriver là ? On a commencé, je crois ici, vraiment sans mentir, à y travailler à partir du mois d'avril-mai. On s'est dit, il va y a certainement y avoir des vaccins. On commençait à savoir que les industriels commençaient à développer des vaccins. Et donc, quelle devra être la stratégie vaccinale. Et à l'été, on a produit effectivement des recommandations en matière de stratégie. On a travaillé selon 4 axes. Un axe, disons, épidémiologique, c'est-à-dire observer ce qui se passait en termes épidémiques et regarder quelles étaient les personnes qui étaient les plus affectées par cette épidémie. Un deuxième axe, c'était l'axe immunologique, c'était de voir comment la maladie protégeait, quelle était l'immunité après la maladie et qu'est-ce qu'on pouvait espérer d'une immunité post-vaccinale. Et puis, on avait un groupe qui travaillait sur la surveillance de ce qui se passait en matière de vaccins, donc une veille sur les vaccins. Et puis, un quatrième groupe qui a réfléchi sur s'il y a un vaccin, comment est-ce qu'on va organiser la campagne de vaccination, quels seront les critères à respecter, et quelles seront les modalités de la vaccination. Et donc, vous élaborez des scénarios à ce moment-là ? Alors, à partir de là, on a élaboré différents scénarios. On était à la fin, au début de l'été, donc à ce moment-là, il y avait une accalmie, donc on pouvait peut-être espérer qu'il n'y ait plus rien, ou qu'il n'y ait presque plus rien, ou qu'il y ait seulement quelques zones en France où il y a encore de la circulation épidémique, ou au contraire que ça redémarre et que ça redémarre dans tout le pays, ce qui s'est effectivement produit. Mais donc vous aviez déjà fixé les objectifs. On s'est dit que ce qui était important d'abord, c'est que comme on n'aurait pas de vaccin pour tout le monde, il fallait utiliser le dose de vaccin qu'on aurait d'abord pour les gens qui en souffraient le plus. Premier objectif, c'est donc de protéger les gens les plus fragiles. Deuxième objectif très important, c'était celui de maintenir les capacités du système de santé. Et puis, le troisième objectif, bien sûr, mais c'est celui qu'on va pouvoir régler ultérieurement, c'est celui de ralentir l'épidémie, voire de la stopper. Alors c'est intéressant de rappeler les phases, parce que quand vous donnez des recommandations, Elisabeth Bouvet, très rapidement, vous décrivez un certain nombre de phases. Dans mon souvenir, il y en avait 5. Oui. C'est ça, oui. Qui allait des plus fragiles finalement jusqu'à la population générale. Exactement. Et la phase 1, c'était la phase qui correspondait à
la protection des personnes qui étaient à la fois le plus à risque d'être en contact avec le virus et le plus à risque de mourir du virus s'ils étaient contaminés. Donc c'est les personnes les plus âgées et qui vivent en communauté, puisque là, elles sont bien sûr plus à risque. Donc ça, c'est la phase 1 ? Ça, c'est la phase 1. On l'a connue, c'est début janvier. Cette phase 1, elle a commencé, elle est en train de se terminer, Mmh. puisqu'actuellement, on est à peu près à 80% des personnes des EHPAD qui sont effectivement vaccinées. On dit qu'elle est en train de se terminer parce qu'au moment où nous enregistrons, début mars, elle est en train de se terminer. Absolument. Alors, il faut dire qu'en même temps, pendant cette phase 1, on protège les personnels qui s'occupent de ces personnes. Donc, la phase 2 concerne les personnes âgées, les plus âgées, mais qui ne vivent pas en établissement, c'est-à-dire les personnes d'abord âgées de plus de 75 ans, puis celles âgées de 65 à 75 ans qui ont d'autres facteurs de risque de faire des formes graves, puis celles qui ont entre 65 et 75 ans et qui n'ont pas de facteurs de risque particuliers. Alors ensuite, on descend. Passe à la phase 3. On passe en phase 3, et là, on est avec les personnes qui sont plus jeunes, c'est-à-dire en dessous des 65 ans. D'abord celles qui ont des facteurs de risque de forme grave, puis celles qui n'ont pas de facteurs de risque particuliers. Et pendant toutes ces 3 périodes, on vaccine en même temps les professionnels de santé et du médico-social qui s'occupent de ces personnes pour les protéger en même temps, avec aussi une décroissance, si je peux dire, en fonction de leur âge. C'est-à-dire qu'on a d'abord vacciné les professionnels de santé les plus âgés et ensuite les plus jeunes. Voilà, donc c'est ce que vous appelez, je crois, les phases critiques. 1, 2, 3, les phases critiques. Quelles sont les prochaines étapes ? Quelles sont les 2 étapes qui suivent ? Les 2 étapes qui suivent sont finalement de pénétrer, d'aller beaucoup plus vers la population générale, c'est-à-dire les personnes qui ont des facteurs de risque mais qui sont âgées de moins de 50 ans, des personnes qui ont des risques d'être exposées plus importants, à savoir les personnes qui travaillent dans certains secteurs, les personnes qui sont hébergées, les personnes qui vivent dans des établissements de type des centres de détention. Il y a beaucoup de lieux où, si vous voulez, le risque d'être en contact avec le virus est plus élevé, mais les gens ne sont pas forcément plus à risque de faire des formes graves. Et puis ensuite, c'est éventuellement toute la population générale. Mais on s'est toujours réservé à la HAS, là, si vous voulez, on a toujours voulu définir les stades au fur et à mesure de l'évolution épidémique et de l'évolution des connaissances et de la disponibilité des vaccins, qui est un facteur fondamental, bien évidemment. Et donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on a été dans le détail pour les 3 premières phases. Mais pas de vaccination obligatoire. Vous avez choisi... Pour l'instant, on a choisi, c'est ce qu'on a affirmé au départ, en disant qu'il était important que cette vaccination soit acceptée par la population, qu'il y ait surtout des explications, un engagement, et que ça se passe au plus près des personnes. Et on a souhaité qu'il n'y ait pas d'obligation pour que justement ce soit un acte volontaire. Nous disions néanmoins dans ce document qu'on a publié, je crois, en novembre, qu'il n'était pas complètement impossible, au terme de plusieurs stades de vaccination, de se reposer la question de l'obligation, ou d'une obligation générale, mais éventuellement d'une obligation catégorielle. Voilà pour la stratégie. Qu'en est-il des vaccins, Elisabeth Bouvet ? Comment est-ce que vous les intégrez au dispositif ? Par ordre d'arrivée, finalement ? Absolument, oui. Absolument, c'est-à-dire qu'on a su un petit peu à l'avance quels étaient les vaccins, quand est-ce qu'ils allaient arriver. On a eu d'abord à étudier, parce qu'ils ont été distribués et qu'ils ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché en premier, les vaccins ARN. Il y en a eu 2, coup sur coup, qui nous ont conduits, en raison de leurs caractéristiques, d'une part qui étaient extrêmement favorables, puisque une efficacité très importante, ce qui était une excellente surprise, notamment chez les personnes âgées, ce qui était aussi une excellente surprise parce qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir des vaccins aussi efficaces, et des conditions de conservation assez difficiles, et en même temps un nombre de doses de vaccins qui n'était pas important. Ce qui nous a conduit effectivement à définir cette phase 1 sur les priorités qui correspondaient tout à fait aux vaccins qu'on avait à disposition, c'est-à-dire en nombre de doses, en caractéristiques d'efficacité et en adaptation. Donc ça, c'est BioNTech, Pfizer en décembre, et puis ensuite Moderna en janvier. Voilà. Ensuite, on a eu
on attendait un vaccin et on est arrivé un petit peu plus tard et on a donné l'autorisation, je crois, et la distribution en février, hein, qui est donc un vaccin vecteur viral, vaccin donc l'AstraZeneca, qui est arrivé avec des données concernant les essais qui nous laissaient préjuger d'une efficacité qui n'était pas forcément évidente, pas forcément bonne chez les personnes âgées, ce qui fait qu'on l'a positionné plutôt chez les professionnels de santé qui étaient plus jeunes et chez les personnes plus jeunes avec comorbidité. Mais finalement, au bout de quelques semaines, on a eu des données complémentaires de la vie réelle en Royaume-Uni qui nous ont permis d'étendre ce vaccin aux populations plus âgées. Et qui fait qu'en mars 2021, on réévalue le positionnement de chacun de ces vaccins. Alors on attend bien sûr d'autres vaccins, hein, très rapidement un autre vaccin vecteur, qui est le vaccin de Johnson, ou groupe Johnson & Johnson, qui, sur le plan, ce qu'on sait de la distribution, un vaccin facile à manipuler, qui va avoir l'avantage par rapport au précédent, ce que je n'ai pas dit, d'avoir seulement une injection au lieu de 2 injections pour les autres, et des conditions de conservation beaucoup plus faciles, donc il sera assez facile à distribuer. Donc par exemple, en pharmacie ou par le médecin de ville, parce que ça aussi, c'est vous qui l'avez recommandé, Michel Morin, sur OCA, hein. Alors effectivement, la HAS avait déjà fait un travail un peu préparatoire sur les modalités de mise en œuvre de la campagne de vaccination, et c'est une recommandation qui avait été soumise à consultation publique sur la base des expériences précédentes dans le cadre de pandémie et des leviers et des freins qu'on avait pu constater à l'occasion de précédentes campagnes de vaccination. Et nous avions préconisé d'étendre assez rapidement la possibilité pour d'autres professions que les médecins de vacciner, de sorte d'élargir la capacité de vaccination. Et donc nous avons pu des évaluations sur le vaccin AstraZeneca, puisqu'il correspond finalement à un vaccin un peu plus classique dans ses conditions de conservation. Nous avions déjà préconisé que les pharmaciens et sages-femmes puissent vacciner avec ce vaccin. Et là, nous avons complété cet élément-là en indiquant que pharmaciens et sages-femmes pouvaient à la fois prescrire et réaliser l'acte de vaccination, de sorte de démultiplier et vraiment de permettre un déploiement de cette campagne de vaccination plus rapide et plus aisée. Et maintenant, on sait que d'autres vaccins vont arriver, on l'a un peu évoqué, on va y revenir. Comment est-ce qu'ils vont s'insérer dans le dispositif, Elisabeth Bouvet ? Écoutez, ils vont compléter le dispositif en fonction de leurs caractéristiques. Et donc là, pour l'instant, on ne peut pas tout prévoir. Il est vraisemblable que chaque vaccin aura sa place, parce qu'en plus, le niveau d'efficacité des vaccins sur les nouveaux variants du virus qui circulent ne sont pas les mêmes, et qu'on apprend petit à petit que tel ou tel vaccin va être plus actif sur tel variant ou tel autre. Donc ça va venir compléter, si vous voulez, renforcer l'arsenal. Autre notion importante aussi qu'on apprend petit à petit avec les vaccins, c'est leur impact sur la transmission du virus, ce qui est une chose extrêmement importante, puisque si on veut revenir à une vie normale, eh bien, il faut qu'on ait des vaccins qui agissent aussi sur la transmission. On sait maintenant que les vaccins que nous avons agissent sur la transmission, mais de façon incomplète, et probablement qu'on aura d'autres vaccins qui auront des impacts différents sur la transmission. Donc tout ça sont des données importantes pour chaque vaccin qui vont nous aider à définir petit à petit. Oui, donc ça reste une veille continue, oui. Un réajustement continu de la stratégie. Urgence et réévaluation permanente. C'est exactement toujours ça. sur les mêmes principes. C'est un grand principe pour toutes nos productions. Dès lors qu'il y a de nouvelles données, nous actualisons nos recommandations donc au fil de l'eau grâce à la veille que nous mettons en place. Merci beaucoup Michel Morin sur OCA. Merci beaucoup Elisabeth Bouvet. Merci. Merci à toutes les deux. Merci à vous.